Bonjour, alors Soros, Rothschild, Illuminati, Mhm. voilà des noms qui reviennent tout le temps quand on parle de pouvoir, d'influence mondiale. C'est souvent un peu mystérieux tout ça. Oui, tout à fait. Et justement, aujourd'hui, on va explorer un peu ces dynamiques. On s'appuie pour ça sur une discussion que j'ai trouvée vraiment passionnante entre Charles et Emmanuel Gave. Ah oui, de l'Institut des libertés. C'est ça. Il commente un livre qui est assez central pour notre sujet, La place et la tour, de Niall Ferguson. Et ils abordent vraiment cette tension permanente entre les réseaux, qui tissent leur toile un peu partout, et puis les structures de pouvoir plus classiques, quoi, hiérarchiques. D'accord, donc notre objectif là, c'est de décrypter un peu ce que ça veut dire historiquement, ces réseaux, comment ils fonctionnent par rapport aux pyramides de pouvoir habituelles, Exactement. et puis voir comment tout ça résonne aujourd'hui. Bon, on pense forcément à des gens comme George Soros ou même des groupes comme Davos. Voilà. On va essayer de comprendre les mécanismes décrits dans cette discussion en se basant vraiment sur leurs analyses historiques, sans tomber dans la théorie du complot pur et simple, mais en regardant ce que dit la source. Parfait. Alors, commençons par le commencement. Cette opposition entre réseau et hiérarchie. La vision classique, c'est quoi? La vision classique, c'est simple, hein. C'est la pyramide. T'as l'empereur ou le pape tout en haut, c'est clair, net, précis. Oui, Mais la source, en s'appuyant sur Ferguson, nous dit attention, la réalité historique, elle est beaucoup plus complexe. En fait, l'histoire est pleine de réseaux, de structures orientales. Et souvent, ces réseaux ont une influence énorme, bien plus qu'on ne l'imagine. des réseaux. Mais comme quoi, par exemple, pour qu'on visualise bien? Pensez par exemple aux grands ordres monastiques au Moyen Âge. Ils échangeaient des savoirs, des techniques, des manuscrits. À travers toute l'Europe, c'était un réseau d'information hyper puissant. Ah oui, d'accord. Ou plus tard ce qu'on appelait la République des lettres. Ces intellectuels, là, les Lumières, qui s'écrivaient, qui débattaient par-delà les frontières. C'était des canaux d'information, d'influence redoutables, bien avant Internet, hein. C'est vrai. Et la source d'ailleurs cite Kissinger comme un exemple moderne de quelqu'un qui a parfaitement compris et utilisé ce pouvoir des réseaux. Et donc le livre qui analyse ça en profondeur, c'est La place et la tour. Niall Ferguson, c'est qui exactement? Alors Ferguson, c'est un historien britannique, plutôt connu, spécialiste d'histoire économique, financière. Il a écrit des biographies importantes sur les Rothschild, tiens, et sur Kissinger, justement. D'accord. Son approche, elle est décrite comme très anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'il est transversal. Il va connecter la finance, l'histoire, la politique, la culture, là où la source dit qu'une certaine tradition historique française, par exemple, pourrait étudier un village pendant 50 ans en micro-détails. Oui, genre Montaillou, village occitan. Voilà, c'est un peu ça l'idée du contraste. Ferguson, lui, il cherche les grandes lignes, les connexions, le pouvoir, là où il circule vraiment, souvent de manière informelle. La source mentionne aussi le couple influent qu'il forme avec Ayaan Hirsi Ali. D'accord. Et cette idée de réseau un peu secret, ou en tout cas discret, ça nous amène forcément au... Illuminati. Alors là, mythe ou réalité? La source les replace dans leur contexte. Ils sont nés en Bavière, en 1776. C'était une société secrète, oui, fondée par un certain Adam Weishaupt. Et leur but? Leur but affiché, c'était de promouvoir la raison contre ce qu'ils appelaient la superstition. En gros, ils visaient l'Église catholique et les monarchies absolues. L'idée, c'était d'infiltrer les structures de pouvoir pour les réformer de l'intérieur, par la raison. Et est-ce qu'ils ont vraiment eu une influence euh, concrète? On cite parfois Goethe, Schiller. Alors, l'influence directe, c'est très débattu. Ils ont séduit, c'est vrai, quelques intellectuels, quelques princes allemands. On parle souvent de Mozart et de la flûte enchantée, comme d'un opéra avec des thèmes maçonniques. Peut-être lié à cet esprit un peu radical des Lumières, Hmm. mais il faut faire attention. Ils ont été interdits très très vite, dès 1784 en Bavière, jugés trop subversifs. Interdit, oui, mais le mythe, lui, il a continué. La source parle même d'un lien avec la Révolution française. Oui, alors ça c'est une thèse qui a été développée dès l'époque par des gens comme John Robinson, un Écossais, ou Edmund Burke, l'Hollandais. Ils ont vu dans la Révolution française, surtout sa phase la plus violente, la terreur, une sorte de continuation de ce projet des Illuminati. Ah bon? On mentionne même Philippe Égalité, le cousin de Louis XVI, qui a voté sa mort comme un possible lien. L'idée derrière, en fait, selon l'analyse rapportée dans la source, c'est un peu une
Une technocratie avant l'heure, quoi. Le pouvoir au plus éclairé, au plus intelligent. Sur le papier, ça peut paraître séduisant, mais la source critique assez fort cette idée, non? Ah oui, très vivement. En citant Burke notamment, la source oppose la Révolution américaine, qui cherchait plutôt à limiter le pouvoir de l'État sur l'individu, à la Révolution française qui, elle, aurait voulu refaire l'homme, créer un homme nouveau. Et ça, c'est dangereux, hein? Selon cette analyse, oui. Vouloir changer la nature humaine, ça mène presque toujours à la tyrannie. Et ce mythe des Illuminati reste incroyablement tenace. La source cite un sondage récent aux États-Unis, presque la moitié des Américains y croiraient encore. On le lit souvent à la franc-maçonnerie, et certains font même un parallèle avec l'esprit qu'on trouverait aujourd'hui à Davos. C'est fou comme ces idées traversent le temps. Et la source fait aussi un lien avec des révolutions technologiques, comme l'imprimerie. Tout à fait. L'imprimerie s'est présentée comme la première grande révolution de l'information. Un peu comme Internet aujourd'hui, mais au XVe siècle. La source donne des chiffres assez incroyables. Le coût d'un livre aurait chuté de 2/3 en 50 ans après Gutenberg. L'accès au savoir qui explose, en fait. Exactement. Et ça change tout. Et ça a eu des conséquences énormes, notamment sur la réforme protestante. La source discute de ce dynamisme économique qu'on associe souvent aux pays protestants. Oui, elle aborde l'hypothèse classique, celle de Max Weber, l'éthique protestante, surtout calviniste, qui valorise le travail, l'épargne, l'éducation. Tout ça aurait favorisé le capitalisme. D'accord. Mais Charles Gave, lui, dans la discussion source, il propose une lecture un peu différente, plus dure, on va dire. C'est-à-dire? Il suggère que la destruction des réseaux de charité, de la protection sociale qui existait dans le monde catholique, ça a permis dans les pays protestants une exploitation plus intense du travail, et donc une accumulation du capital plus rapide, mais faite, selon ses mots, sur le dos des petits gens. Ah oui, c'est une lecture plus sociale, on va dire. Voilà, ça montre bien comment l'info, l'économie, le social, le religieux, tout est lié. Et ces réseaux d'intellectuels, ils continuent à se développer après, au XVIIe, XVIIIe siècle. Ah oui, c'est l'âge d'or de la République des lettres. Les savants, les philosophes, Erasme, Thomas More avant, puis Voltaire, Diderot, ils correspondent dans toute l'Europe. Les services postaux se développent, ça aide beaucoup. Et qui participent à ça? Surtout l'aristocratie. En grande partie, oui. Pas forcément parce qu'ils étaient tous des génies, mais ils avaient le temps, l'éducation, les moyens pour participer à ces échanges intellectuels. Ils sont surreprésentés. Et parfois, cette noblesse éclairée, elle pousse même à des réformes politiques. Moins d'absolutisme, oui. La source donne l'exemple en France de la famille de Choiseul, des grands aristocrates qui, bien avant la Révolution, essayaient déjà de limiter un peu le pouvoir royal absolu, d'aller vers quelque chose de plus constitutionnel. Intéressant. Et on arrive à la période qui suit la Révolution française et Napoléon. Là, l'Europe est complètement bouleversée. Complètement. La Révolution a fait table rase de beaucoup de choses. La bourgeoisie monte en puissance, les anciennes corporations sont supprimées, les syndicats interdits par la loi Le Chapelier. Un nouveau monde, en quelque sorte. Oui. Et puis, après Napoléon, au Congrès de Vienne, Metternich et les autres essaient de remettre de l'ordre. Un ordre très hiérarchique, la Sainte Alliance. Et là, la source souligne un truc assez étonnant. Le rôle central d'une petite maison princière allemande. Les Saxe-Cobourg et Gotha. Ah oui. Ils vont réussir à placer des membres de leur famille sur plein de trônes en Europe. La reine Victoria en Angleterre, c'est une Saxe-Cobourg. Le roi des Belges, Léopold Ier, pareil. Ils tissent un réseau familial royal pour essayer de maintenir la paix et l'équilibre. Ils ont des liens jusqu'en Russie. Un réseau de famille royale. C'est une autre forme de réseau. Tout à fait. Et en parallèle de ça, il y a un autre type de réseau qui prend une puissance phénoménale, la finance. Et là, le nom qui s'impose, c'est... Rothschild. Exactement, les Rothschild. Leur ascension est fulgurante. Ils partent du ghetto de Francfort, et au milieu du 19e siècle, ils deviennent la première puissance financière mondiale. Ils dépassent même les grandes banques anglaises comme les Barings. Mais comment ils ont fait? C'est quoi leur secret? Le secret, d'après la source, c'est l'information. Encore et toujours les réseaux. Ils avaient mis en place leur propre système de courrier, avec des relais de chevaux, les pigeons voyageurs. Ils étaient plus rapides que les postes officiels. Donc ils savaient avant les autres. Voilà. Savoir avant les autres si une bataille était gagnée ou perdue, si un gouvernement allait emprunter. C'était crucial pour la spéculation, mais aussi pour gagner l'oreille des rois, des ministres, pour influencer la politique. Ils finançaient les États, surtout l'Angleterre, qui était considérée comme un bon risque grâce à son système fiscal efficace. Du coup, la City leur prêtait à des taux avantageux.
La source raconte une anecdote assez parlante là-dessus, non? Oui, celle du prince de Habsbourg qui demande un stage pour son fils chez le banquier Warburg, une autre grande famille de la finance juive. Et Warburg lui aurait répondu quelque chose comme au XIXe siècle, chaque grand-duc avait son juif. Au XXe, il serait peut-être temps que chaque juif ait son grand-duc. Ah oui, ça montre bien le changement de pouvoir de l'aristocratie vers la finance. Complètement. Et il y a aussi cette histoire fameuse, le coup de Waterloo. Racontez. L'histoire qui est rapportée, c'est que Nathan Rothschild, à Londres, aurait été informé de la victoire de Wellington par son réseau privé, bien avant le gouvernement. Il serait allé à la bourse et aurait commencé à vendre ostensiblement ses titres anglais, l'air complètement abattu. Pour faire croire à une défaite? C'est ça? Les autres courtiers, paniqués, se disent « Oh là là, Wellington a perdu !» et ils vendent tout en catastrophe. Et là, paf, Rothschild rachète tout à des prix dérisoires. Un coup de maître basé sur l'information et la manipulation psychologique. Incroyable. Pendant ce temps-là, l'Angleterre, elle, semble traverser le 19e siècle avec plus de stabilité que le continent. Pourquoi d'après la source? Il y a plusieurs raisons avancées. D'abord, un système politique mixte, ni un absolutisme rigide comme en France avant 1789, ni une démocratie directe instable. C'est plus souple, La source utilise le mot antifragile. Antifragile. Oui, un système qui peut encaisser les chocs, voire s'en renforcer. Ensuite, une aristocratie peut être plus pragmatique, plus connectée au pays réel parce qu'elle vivait beaucoup à la campagne, pas coupée du monde à la cour comme à Versailles. Et puis, il y a la common law. Le système juridique anglais? Oui, basé sur la jurisprudence, les décisions des juges au fil du temps. Ça vient d'en bas, ça s'adapte. C'est pas comme le droit continental, codifié, qui vient d'en haut. C'est plus organique, lié à la philosophie de Locke aussi. D'accord. Et on arrive au XXe siècle. Là, la source utilise une image assez sombre. L'ère des joueurs de flûte et des pestes. Oui, le joueur de flûte de Hamelin, c'est l'image pour les idéologies totalitaires, communisme, fascisme, nazisme, qui vont entraîner des peuples entiers vers le désastre. Et les pestes? Il y en a plusieurs, selon la source. D'abord, une vraie peste, biologique, la grippe espagnole de 1918. On oublie souvent, mais elle a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale elle-même. C'est vrai. Ensuite, la peste rouge, le communisme, avec la révolution russe de 1917 et les tentatives de révolution un peu partout en Europe jusqu'en 1923. Et enfin, une peste économique. L'hyperinflation qui détruit complètement les économies en Allemagne, en Autriche, en Hongrie dans les années 20. On mentionne Béla Kun en Hongrie. C'est vraiment la fin d'un monde. Le monde d'hier, de Stefan Zweig, c'est ça. Les grands empires qui s'effondrent. Tous. Les Romanov en Russie, les Habsbourg en Autriche-Hongrie, les Hohenzollern en Allemagne, l'Empire ottoman. En quelques années, pouf, disparu. Et ce qui les remplace est souvent pire. C'est ce que souligne la source, oui. On voit arriver des États totalitaires, l'URSS, puis l'Allemagne nazie, plus tard la Chine de Mao. Ces régimes, qui prétendent souvent agir au nom du peuple, sont en fait mis en place par des minorités très organisées, souvent très violentes, et ils vont se révéler bien plus meurtriers, bien plus oppressifs que les vieux empires autoritaires qu'ils ont remplacés. La source suggère même que le nazisme pourrait être une sorte de conséquence du traumatisme de 14-18. Oui, une sorte de stress post-traumatique collectif, une brutalisation des esprits qui serait née dans l'enfer des tranchées. On cite l'écrivain Ernst Junger pour illustrer ça. Le bilan humain de cette première moitié du XXe siècle est juste effroyable. Des dizaines et des dizaines de millions de morts. Après 1945, on bascule dans la guerre froide. Comment les réseaux évoluent dans ce monde coupé en deux? Alors là, c'est vraiment le retour en force des empires très hiérarchiques, très territoriaux. À l'Est, derrière le rideau de fer, les régimes communistes font tout pour détruire ou contrôler le moindre réseau indépendant. C'est la méfiance absolue envers tout ce qui n'est pas vertical. Et ça marche? En grande partie, oui. La source note quand même une certaine résilience des réseaux catholiques, en Pologne par exemple, ou en Hongrie, peut-être plus forte que celle de l'Église orthodoxe en Russie, qui a été écrasée très violemment. Mais globalement, à l'Est, le pouvoir repose sur la peur, sur la surveillance, sur le contrôle hiérarchique. Mais même dans ce monde bipolaire très rigide, il y a une figure qui émerge et qui, elle, maîtrise parfaitement les réseaux modernes. Henry Kissinger. Ah, Kissinger. La source analyse son parcours en détail. Réfugié juif allemand, passé par Harvard, il devient le conseiller de Nixon, très proche des Rockefeller aussi.
Sa grande force, c'est qu'il déteste la bureaucratie classique, les administrations lentes. Et comment il fait alors? Il utilise les réseaux informels, la presse, les universités, le monde des affaires, même Hollywood. Il crée ses propres canaux d'influence pour court-circuiter les administrations, pour faire passer ses idées, pour négocier. C'est un peu l'inventeur du soft power avant l'heure. On l'associe souvent à des groupes comme la Trilatérale, le groupe Bilderberg. C'était ça l'idée? Créer des réseaux d'influence? Exactement. Créer des toiles, comme dit la source. Des lieux où les élites politiques, économiques, intellectuelles de l'Ouest, et du Japon aussi avec la Trilatérale, pouvaient se rencontrer, discuter discrètement, coordonner leurs actions. Avec quel objectif? L'objectif affiché, d'après la source, c'était d'éviter une troisième guerre mondiale, de gérer le monde de manière plus stable, en créant une interdépendance forte entre ces élites, contrôler les événements par la discussion en petits comités. Mais ce contrôle par les réseaux, même sophistiqués, il a ses limites, non? Ah oui, clairement. La source donne 2 exemples frappants. D'abord, les Pentagon Papers, en 1971. Une fuite massive de documents secrets qui révèlent les mensonges de l'administration américaine sur la guerre du Vietnam. Ça montre que même le secret le mieux gardé peut voler en éclats. Et le deuxième exemple? Encore plus fort peut-être, l'impact de l'archipel du Goulag, de Solzhenitsyn. Ce livre, il n'a pas été publié par les canaux officiels en URSF, évidemment. Il a circulé sous le manteau grâce à des réseaux clandestins, le samizdat. Oui. Et ce livre a eu un effet dévastateur sur la légitimité du système soviétique, de l'intérieur comme de l'extérieur. Bien plus peut-être que des années de diplomatie de Kissinger. Ça montre la puissance incroyable d'un réseau informel qui diffuse une vérité qui dérange. La source rappelle d'ailleurs ce fameux passage télévisé en France. Ah oui, apostrophe. Bernard Pivot qui confronte Solzhenitsyn, le témoin inflexible, le prophète qui sort du goulag, à Jean Daniel, le directeur du Nouvel Observateur, qui est présenté comme étant plus dans la tactique politique, les alliances électorales de l'Union de la gauche. Un vrai choc des visions du monde. Passionnant. Tout ça nous amène aux figures plus contemporaines de ces réseaux mondiaux. Deux noms ressortent, très controversés, Davos et George Soros. Alors, Davos, le Forum économique mondial, créé en 1971 par Klaus Schwab. La source mentionne d'ailleurs une polémique sur le passé du père de Schwab pendant la période nazie. Et Davos est présenté comment? Un peu comme une montagne magique moderne, une référence au roman de Thomas Mann. Un lieu où l'élite mondiale se retrouve pour discuter de l'avenir du monde et promouvoir une sorte de gouvernance mondiale bienveillante, technocratique. Et la source y voit un lien avec? Les Illuminati. Oui, dans l'esprit. Cette idée d'une élite éclairée, plutôt d'origine allemande d'ailleurs, qui saurait mieux que les autres ce qui est bon pour le monde. La source est assez critique, qualifiant les idées qui y circulent d'imbéciles, mais aussi d'immortelles, tenaces. Et l'autre figure, George Soros, personnage complexe. Très complexe, oui, et très controversé, tel que présenté dans la discussion source. On y rapporte un récit assez troublant, attribué à Soros lui-même, sur le rôle de son père en Hongrie pendant l'occupation nazie, qui aurait été une sorte de capot ou collaborateur pour sauver sa famille. Des origines troubles donc. Et ensuite? Ensuite, il y est comme 2 vies. D'abord, le spéculateur financier de génie. Son fonds, Quantum Fund, amasse une fortune colossale sur les marchés. Et la deuxième vie? Après la chute du mur de Berlin, il devient le philanthrope. Il crée les fondations Open Society, finance des universités, des mouvements pro-démocratie, surtout en Europe de l'Est. La source note d'ailleurs que Viktor Orban, aujourd'hui son ennemi juré, a été l'un des premiers bénéficiaires de ces bourses. Ironique. Donc une action plutôt positive au départ, selon la source. C'est l'interprétation qui est donnée, oui. Mais ensuite, après 1989, il y aurait eu un basculement. Soros serait devenu, toujours selon cette analyse, un promoteur du chaos, utilisant ses fondations pour déstabiliser des gouvernements, promouvoir des changements sociétaux radicaux. Et la critique principale, c'est quoi? C'est que son immense succès financier ne lui donne aucune légitimité ni aucune sagesse particulière en politique. La source critique cette idée que parce qu'on est un spéculateur brillant ou un énarque sorti-major, on serait apte à décider du bien commun pour tout le monde. Et sa personnalité? Elle est décrite comme celle de quelqu'un qui absorbe énormément d'informations, très intelligent, avec une grande ambition intellectuelle, mais avec une tendance perçue par la source comme allant vers le mal, vers la destruction. Son fils, qui prend la relève, est jugé plus vaniteux. Bon, il faut vraiment insister, ce sont des jugements de valeur et des interprétations tirées de la source qu'on analyse. Bien sûr.
Un des épisodes les plus célèbres liés à Soros, ça reste son attaque contre la livre sterling en 1992. Pouvez-vous nous rappeler ce qui s'est passé? Alors, le contexte est super important. À l'époque, le Royaume-Uni faisait partie du système monétaire européen, le SME. C'était un système où les monnaies européennes avaient des taux de change quasi fixes entre elles. D'accord. Très cher. Et pour éviter l'inflation, la Bundesbank, la banque centrale allemande, augmente fortement ses taux d'intérêt. Et ça pose problème aux autres pays. Énorme problème. Parce que pour rester dans le SME, les autres pays, comme le Royaume-Uni, doivent suivre et augmenter aussi leurs taux, même si leur économie n'en a pas besoin, voire même si ça la plombe. Ça crée une tension terrible entre la livre sterling et le Deutschmark. Il y avait une vraie bataille politique entre Londres et Francfort à l'époque. Ah oui. La source raconte une anecdote assez folle. Le président de la Bundesbank, Schlesinger, aurait offert à l'épouse du ministre des Finances britannique, Norman Lamont, un petit coffret contenant 30 pièces d'argent allemandes. Non. Comme les 30 deniers du Judas? Exactement. Une manière de dire que le gouvernement britannique avait trahi Margaret Thatcher, qui était contre l'entrée dans le SME, en y faisant entrer la livre. Ambiance. C'est incroyable. Et c'est dans ce climat explosif que Soros décide d'attaquer? Précisément. Soros, avec son gestionnaire star Stanley Druckenmiller et avec l'aide technique d'une banque comme Bankers Trust, sent que la livre est surévaluée et que la Banque d'Angleterre ne pourra pas tenir. Alors, il commence à vendre massivement des livres sterling à découvert. C'est-à-dire qu'ils empruntent des livres pour les vendre, en pariant qu'ils pourront les racheter moins cher plus tard pour les rembourser. C'est exactement ça. Ils parient sur la chute de la livre. Et ils le font avec des montants colossaux, grâce à la libéralisation des marchés d'échange qui permettait de mobiliser d'énormes capitaux. Et la Banque d'Angleterre, elle réagit comment? Elle essaie de défendre la livre. Elle achète massivement des sterling, elle augmente les taux d'intérêt de façon désespérée. Ils sont passés à 12%, ils ont même annoncé 15% dans la journée. Une folie pour l'économie britannique. Mais ça n'a pas suffi. Non. Plus les taux montaient, plus ça montrait que la situation était intenable et plus ça attirait d'autres spéculateurs qui se joignaient à l'attaque de Soros. Finalement, le 16 septembre 1992, le fameux mercredi noir, le gouvernement britannique craque. Il sort la livre du SME et la laisse flotter. Elle perd 15% en quelques heures. Un désastre pour la crédibilité britannique, mais un jackpot pour Soros. On parle de profits qui avoisineraient les 2 milliards de dollars pour les fonds de Soros. Un chiffre qui avait été confirmé à l'époque par Anatole Kaletsky, qui était journaliste au Times et qui était aussi un associé de Charles Gave, d'après ce que dit la source. Impressionnant. Quelle leçon on a tiré de tout ça? Pas la même pour tout le monde, apparemment. C'est là que l'analyse de la source devient très critique envers la construction européenne. Pour les Britanniques, et aussi les Suédois qui ont vécu une crise similaire, la leçon était claire. Les taux de change fixes, c'est dangereux. Il faut mieux garder sa flexibilité monétaire. Et la France, Bruxelles? Eh bien, selon la source, ils en auraient tiré la conclusion exactement inverse. Pour éviter qu'une telle attaque puisse se reproduire, il fallait créer un système de change fixe encore plus rigide, totalement incassable. Et ce système, c'est L'euro. l'euro, une monnaie unique pour supprimer tout risque de change interne et toute possibilité d'attaque spéculative contre une monnaie nationale. Et pour la source, c'est une erreur fondamentale. Pourquoi? Oui, parce qu'en voulant supprimer le risque à un endroit, on l'aurait concentré et rendu potentiellement beaucoup plus grave ailleurs. Avec l'euro, plus de soupapes de sécurité comme la dévaluation pour un pays en difficulté. Toute la flexibilité est perdue. Du coup, le risque, il est où maintenant? Le risque, évoqué dans la discussion source, ce serait une attaque non plus sur la monnaie d'un pays, mais sur sa dette souveraine. Imaginez une attaque spéculative sur la dette française, par exemple. La France n'a plus sa propre banque centrale pour intervenir massivement. Elle dépend entièrement de la Banque centrale européenne à Francfort. Si la confiance disparaît, la crise pourra être bien pire qu'une simple dévaluation. Donc le système euro est vu comme une construction très rigide, presque orgueilleuse. C'est le mot qui est utilisé, oui, hubris, orgueil. La source cite De Gaulle qui disait « Les places les plus imprenables sont celles qui sont faites pour être prises ». L'idée, c'est qu'en cherchant une stabilité absolue, on crée une énorme fragilité cachée. Le système devient tellement rigide qu'il ne peut plus s'adapter et risque de casser de manière très violente. Un peu comme vouloir construire un Reich de Milan, ça finit mal en général. La conclusion générale de la source sur l'Europe actuelle, dirigée par ces structures jugées trop centralisées, trop hiérarchiques, elle est donc assez sombre.
Oui, assez pessimiste. La source compare un peu la Commission européenne aux Illuminati modernes, dans cette volonté de planification centrale, de vouloir décider d'en haut ce qui est bon pour tout le monde. Et elle voit dans cette hiérarchisation excessive une source de fragilité majeure. Elle cite même un historien, Arnold Toynbee. Oui, Toynbee qui disait que les civilisations meurent plus souvent de suicide que d'assassinat. Et la source demande si l'Europe n'est pas en train de commettre une sorte de troisième suicide, après les 2 guerres mondiales, en s'enfermant dans cette rigidité. Et quelle serait l'alternative alors, d'après eux? Le contraire, le retour à la subsidiarité. Le pouvoir doit revenir aux échelons locaux, plus proches des gens, plus capables de s'adapter aux réalités diverses. Le système actuel est qualifié de stupidement stable et donc extrêmement fragile. Vouloir la stabilité à tout prix, au détriment de la flexibilité, de la vie, c'est la mort assurée à terme. C'est une critique radicale. Mais pour finir, la source évoque quand même une petite lueur d'espoir ou en tout cas une nouvelle dynamique avec les nouveaux réseaux d'information. Oui, tout à fait. Elle termine en parlant du potentiel contre-pouvoir que représentent aujourd'hui les réseaux sociaux, comme Twitter ou X maintenant. Elle cite le rôle d'Elon Musk et fait même un parallèle historique audacieux avec Paul Revere, ce cavalier qui a alerté les milices américaines de l'arrivée des Anglais pendant la guerre d'indépendance. L'information décentralisée qui circule vite comme un rempart contre le pouvoir centralisé. C'est une question intéressante pour conclure. Et c'est peut-être ça, la pensée finale sur laquelle réfléchir. Est-ce que cette nouvelle donne informationnelle, cette décentralisation grâce à Internet et aux réseaux sociaux, peut vraiment rééquilibrer les pouvoirs, créer un contrepoids efficace aux hiérarchies? Ou est-ce que, au contraire, la surabondance d'infos, la désinformation, la manipulation facile crée une nouvelle forme de chaos, une nouvelle vulnérabilité? Tout l'enjeu est là, effectivement. Comment trouver le juste équilibre entre la structure, l'ordre nécessaire pour une société, et la liberté, la souplesse, la vitalité des réseaux? La source conclut en disant quelque chose d'important. Les réseaux en soi sont nécessaires, vitaux même. La famille, c'est le premier des réseaux. Mais ils deviennent problématiques quand ils sont secrets, quand ils prétendent faire le bien des gens malgré eux, et surtout, quand ils ont cette vieille ambition de vouloir créer un homme nouveau. Là, en général, il faut se méfier. Une exploration vraiment riche, complexe, qui brasse des siècles d'histoire et nous ramène à des questions très actuelles. Merci beaucoup de nous avoir guidés à travers toutes ces idées et ces analyses. Merci à vous. C'était passionnant d'en discuter.